Donc je passe tout de suite la parole à Daniel Abrams, qui est présent en esprit et qui va parler à travers la gorge de Michael Seban sur la question plus précise de, en gros, cette édition de Mantoue, qu'est-ce qu'elle vaut au point de vue des critères philologiques actuels et en quoi est-ce que comment est-ce qu'on peut l'évaluer. Et Michael nous parlera ensuite plus précisément des gloses manuscrites qui existent dans l'édition, dans l'exemplaire donc de la collection Namias qui est présent à l'Alliance. Bon, alors c'est compliqué parce qu'on me demande de parler à la place d'une personne, et, alors que j'aurais aimé justement discuter avec lui. Il y a quelque chose de particulier. C'est moi qui parle, hein, pour savoir qui c'est qui parle. Là, c'est moi qui parle. Mets un chapeau. Ouais, je mettrai un chapeau quand ça sera. Non, mais il n'a pas de chapeau. Je prends le mien. Très bien. Il y a quelque chose de très très complexe dans l'édition du Zohar et qui ne ressemble pas à l'édition des autres textes qui ont été faits au XVIe siècle, des grands textes classiques. Parce que dans cette édition vont se mêler tout un tas de problèmes qui sont intriqués les uns dans les autres. Le premier problème, effectivement, c'est le livre du Zohar. Ce livre du Zohar, même après sa parution, les gens diront qu'il n'existe pas. Simplement, il se trouve qu'après Mantoue, il va exister physiquement. Et l'une des grandes questions avec laquelle j'aurais plaisir à discuter avec vous, qui n'est pas ma thèse, mais qui est évoquée, c'est que le Zohar a été inventé à Mantoue. Je sais que c'est paradoxal, mais beaucoup pensent qu'effectivement, ce sont les éditeurs de Mantoue qui ont créé le Zohar. À savoir qu'avant, il y avait des textes manuscrits qui représentaient une tradition kabbalistique et que le travail des imprimeurs de Mantoue, en imprimant ce texte-là, en lui donnant une forme, l'ont créé. C'est faux pour deux raisons. Mais on est là pour en discuter. C'est toujours toi qui parles, là. Oui, c'est toujours moi qui parle. Non, quand c'est Abraham, vous verrez, le ton ne sera pas le même. Vous verrez que le ton ne sera pas le même. Ce qui est sûr, et sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que déjà, le nom de Sefer HaZohar, le titre, que le livre a un titre, ce titre-là, les éditeurs de Mantoue ne l'ont pas inventé. Il existe quelque chose qui s'appelle le livre du Zohar. Tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce que ce livre du Zohar comprend, quelle est sa structure, quelle est sa forme, mais en tout cas, on peut dire au moins, au minimum, depuis le XIVe, si ce n'est pas avant, il y a un livre qui s'appelle le Sefer HaZohar. Et ce livre qui s'appelle le Sefer HaZohar, et j'en prends pour preuve un élément simple, c'est que, puisqu'on parlait de Safed, et où effectivement vous savez qu'il y avait une communauté qui était venue d'Espagne, certains, selon la Turquie, se sont établis à Safed et ont apporté avec eux des manuscrits du Zohar, ou peut-être qu'il y en a eu d'autres, etc. En tout cas, il y avait une étude du Zohar à Safed, et le plus grand kabbaliste de Safed, qui s'appelle Cordovero, qui lui n'a pas connu, ou à la fin de sa vie, l'édition imprimée, il a un livre qui s'appelle Sefer HaZohar. On verra si c'est ce fameux manuscrit de Safed qui a été acheté par les gens de Mantoue, mais ça existe. Le premier défi des imprimeurs, c'est « Ok, on a le nom, maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans ?» C'est simple. On a le nom du livre, maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Et là, effectivement, va commencer toute la discussion historique, mais aussi kabbalistique, à savoir qu'est-ce qu'on met dans ce livre.
D'où le choix des manuscrits, d'où effectivement les coupures, voire les différentes couches, etc. Et ça va me servir d'introduction avec ce que dit M. Abrams, et je reviendrai après. Donc, ces manuscrits du Sefer HaZohar, il faut les qualifier de deux coefficients, si on veut être rigoureux. Un, c'est leur coefficient de texte, combien de textes il y a, et deuxièmement, leur coefficient de valeur. Pourquoi ? Parce que si vous êtes imprimeur et que vous recevez 25 manuscrits, il faut savoir quelle valeur vous allez donner à tel manuscrit plutôt qu'à tel autre. Et la valeur des manuscrits, c'est vrai qu'elle s'est faite en partie par la provenance, parce qu'avoir un manuscrit de Safed, c'était prestigieux. Mais surtout parce qu'il y avait déjà des gens qui avaient déjà fait du tri dans les manuscrits, et qui avaient déjà commenté les manuscrits. Le grand commentaire du Zohar de Rabbi Moshe Cordovero, qui est sur tout le Zohar, et qui va être à 90% repris dans Mantoue, c'est non seulement un manuscrit du Zohar quasi complet, mais un manuscrit du Zohar agrémenté d'une valeur de commentaire. Donc, les éditeurs de Mantoue, dans leur travail technique, vont mettre ensemble tous ces paramètres. Et l'un des paramètres, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle le Sefer HaZohar, ce qu'on appelle le Gouf HaZohar, c'est-à-dire le corps du Zohar, c'est-à-dire littéralement le commentaire du Zohar sur les 5 livres du Pentateuque, c'est le corpus central du Zohar. Mais ils savent très très bien que ce corpus central n'est pas le seul. Ce qui est la raison pour laquelle un autre livre qui s'appelle les Tikkuné HaZohar, qui existait déjà avant, c'est-à-dire le nom existait, le corpus existait plus ou moins, va paraître en premier. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que les Tikkuné HaZohar ont été parus avant ? Techniquement, historiquement, j'ai pas assez de domaine là-dessus, mais en tout cas, c'était plus simple, d'un point de vue éditorial, d'identifier un corpus qui s'appelle les Tikkuné HaZohar, qui existe. Après, on pourra dire effectivement, ça c'était en plus ou en moins, etc. Le texte est difficile à établir. Bien sûr, mais le texte était moins difficile à établir que le Gouf HaZohar. Parce que les Tikkuné HaZohar, au moins, d'un point de vue stylistique, il y a une cohérence stylistique du début jusqu'à la fin. Je rappelle juste que les Tikkuné HaZohar, ce sont 70 commentaires sur le mot Bereshit. Et donc ce sont 70 dissertations qui s'appellent les Tikkunim, des arrangements. Donc, un an avant la parution du Zohar sur la Torah, paraît les Tikkuné HaZohar. Je vais maintenant lire l'abstract de M. Abrams, et il m'en voudra pas, et je ne peux pas effectivement reproduire fidèlement tout ce qu'il va dire, donc je vais essayer, et excusez-moi par avance, et qui m'excuse par avance, de ne pas déformer sa pensée et ses opinions. Alors, le texte commence par des remerciements, donc je ne peux pas dire des choses, je ne peux pas me remercier moi-même, vous comprenez, donc ça se fait pas. Je vais aujourd'hui prendre en considération le plan établi par les imprimeurs pour produire les volumes du Zohar imprimés à Mantoue au XVIe siècle. Leur conscience de soi sera vérifiée par rapport aux gestes éditoriaux concrets pouvant être identifiés dans l'édition imprimée. Je présenterai le contexte et l'analyse de ce qui a été réalisé dans l'imprimerie de Mantoue, en prenant en compte une imprimerie qui fut sa concurrente, celle de Crémone, qui allait aussi préparer une édition du Zohar. À ce titre, je démontrerai que les 3 volumes du Sefer HaZohar à la Torah ne peuvent pas être pris en compte sans le contexte plus large de l'impression des Tikkuné HaZohar à Mantoue quelques mois auparavant. C'est moi qui parle.
les éditeurs de Mantoue pensaient faire une collection. Et ils ont commencé leur collection avec les Tikkun HaZohar. Je reprends. L'impression du Zohar sera décrite comme un acte perturbateur qui a interrompu divers projets textuels du Zohar dans sa version manuscrite. L'édition de Mantoue a réussi à devenir un standard, et l'édition a été reconnue par les kabbalistes de la terre d'Israël, y compris à Safed et en Italie, mais elle n'a fait qu'entraîner des travaux plus intenses sur le texte du Zohar. Les kabbalistes de Safed ont effectivement adopté l'édition de Mantoue comme étant la leur, mais avec beaucoup de remarques critiques. Ainsi, ils ont modifié le texte avec un nombre incalculable de lacunes, offrant ainsi de nombreuses interprétations et variantes à une édition qui était censée être un standard. Cette critique textuelle est attribuée entre autres à Isaac Luria et Chaim Vital. Parenthèse, nous allons en parler. On peut remarquer qu'elle est complètement séparée des réflexions nouvelles et des textes appelés à être connus sous le nom de Kabbale lurianique. Ces carnets, concernant les passages manuscrits manquants, ont été finalement imprimés à Salonique en 1597 et ont fait du Zohar un ensemble de 5 volumes. Le premier volume, c'est les Tikkun HaZohar. Le deuxième volume, c'est le Sefer HaZohar, dont on va reparler pourquoi est-ce qu'il a été fait en 3 volumes. Et il y avait un 5e volume qui paraîtra après, qui se rappelle le Zohar Hadash. C'était une collection. L'histoire de l'édition de Mantoue du Sefer HaZohar à la Torah est un exemple de réussite, dans la mesure où l'édition imprimée a fonctionnellement remplacé l'étude de manuscrits et leur reproduction. Malgré cela, cette édition a été modifiée et réimprimée à maintes reprises pour inclure les commentaires textuels des premières critiques et annexes des textes issus de l'édition de Crémone et du manuscrit de Safed. Alors, on a ici un document extraordinaire qui a été préparé avec grand soin par Daniel Abrams et que je vais essayer de commenter à sa place. Donc ça, effectivement, vous voyez bien, c'est le frontispice de Mantoue. Notez aussi que la police de caractère sera appelée après police de Mantoue. Je ne sais pas s'il a été créé ou pas comme de cette manière-là, mais ce sera police de Mantoue. Tout à fait. Alors, premièrement, Daniel Abrams a trouvé qu'effectivement, dans la composition technique de l'impression, les éditeurs ont fait plusieurs essais et qu'on trouve trace dans les livres qui nous restent de plusieurs types d'impressions. Cette première impression, Daniel Abrams, il appelle Zohar Mantouba Printed on Vellum. Et vous voyez bien, regardez la page. Effectivement, les 2 blocs de texte sont côte à côte par rapport au centre, et on a effectivement de longues marges. Ça, c'est classique, mais en tout cas, dans le Zohar, les marges sont beaucoup plus larges. Et ici, pour ceux qui ne savent pas, c'est la pagination. Or, le Zohar étant jusqu'avant l'édition de Mantoue en manuscrit, il n'y avait pas de pagination. Et la pagination de Mantoue, comme le Talmud a une pagination, restera après Mantoue la pagination universelle du Zohar. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche une référence, il sait que s'il veut avoir ce texte, là c'est Tet-Vav, Tet-Vav c'est 15, 15 ce sont des pages qui ont 2 folios, folio A, folio B. Donc si quelqu'un, après Mantoue, veut chercher une référence dans le Zohar ou donner une référence, il n'a qu'à dire 15A. Ça déjà, c'est exceptionnel. Ce qui n'est pas le cas pour les tikkunim notamment. Ce qui n'est pas le cas pour les tikkunim parce que c'était découpé par tikkun. Tikkun 1, tikkun 2, tikkun 3, etc. Et après, il y aura autant de pagination possible. Mais alors, vous voyez bien qu'ici, le papier a une texture. C'est du vélin, ça, le parchemin. Très bien. Daniel Abrams, et je vais vous raconter une histoire passionnante, montre ici qu'il y a eu une impression sur un deuxième type de papier, et qu'il appelle ici du papier bleu. Pourquoi ? Parce que les presses du Zohar de Mantoue n'ont pas fonctionné en une fois. Et alors je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire qui m'a empêché de dormir pendant longtemps.
Parce que quand on a travaillé avec M. Kuppermank pour numériser le Zohar qui est présent ici. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a des sociétés qui font de la numérisation et que la numérisation obéit à des standards, surtout pour des imprimés, mais à plus forte raison pour des manuscrits. Donc on a fait des impressions en haute qualité, etc. Préparant l'édition facsimilée, on a fait donc des tests d'impression sur différents papiers. Et je les ai ici, je vous les montrerai. Et l'impression sort grise. Alors que l'original est plutôt correspondant à ce qu'on a vu avant. Donc, je m'énerve, mon imprimeur est italien, mais bon, peut-être qu'il est aussi très sérieux. Je m'énerve et il me dit pas du tout. Et il me dit pas du tout, dans les numérisations qui ont été faites, il y a une prédominance dans le spectre de couleurs dans les bleus-gris. Je dis, mais si je te donne une image vanille et que tu l'imprimes, comment elle sort grise? Il me dit, c'est parce qu'effectivement, comme la numérisation a été faite en 400 dpi, ce qui est quand même pas mal, ça fait ressortir des teintes qui sont à l'intérieur. Et en parlant avec Daniel Abrams, j'ai compris. Ce sont les teintes du bleu. Le Zohar a été édité en bleu. Et simplement, avec le temps, le bleu est devenu jaune. Donc nous, effectivement, quand vous voyez cet exemplaire en haut, il est jaune, mais quand on le numérise et qu'on regarde le spectre de couleurs, on voit cette couleur bleue. Ce qui est la raison pour laquelle on va le réimprimer en bleu. Donc effectivement, il y a eu donc plusieurs types d'impressions sur plusieurs papiers. Alors, maintenant, il existe de par le monde plusieurs exemplaires du Zohar de Mantoue. Effectivement, comme on a expliqué, il était fait en 3 volumes et il est quand même, il existe encore, on les a pas, enfin, Daniel Abrams pourra les dénombrer mieux que moi, on pense qu'il existe à peu près une dizaine de copies référencées dans le monde, en tout cas, peut-être plus, j'en sais rien, mais en tout cas des 3 volumes en bon état. Ici, vous voyez celle de la librairie Schocken à Jérusalem, avec une mise en page, avec une marge beaucoup plus grande, et avec tout un appareil de notes. Mais alors, cet exemplaire du Zohar de Mantoue, de Schocken Librairie à Jérusalem, vous voyez qu'il est en 6 volumes. Alors, Daniel Abrams a une théorie, et qui sera peut-être et qui va être corroborée par un texte qu'on va amener, c'est qu'effectivement, publier le texte du Zohar à Mantoue, c'est un enjeu. C'est un enjeu d'abord prestigieux, mais c'est surtout un enjeu financier. Mais surtout, il y a un enjeu de concurrence, parce qu'ils savent très bien qu'au même moment, à Crémone, il y a une édition qui va paraître. Et Daniel Abrams pense que les éditeurs de Mantoue se sont procurés des exemplaires du Crémone, et voulant faire mieux que le Crémone, ils ont changé la manière de faire leur livre, pour pouvoir le faire plus vite possible. Et que l'édition originale, telle qu'elle avait été pensée à Mantoue, était en 4 volumes. Et on trouve preuve de ça, c'est que dans le 3e volume de Mantoue, vous savez qu'il y a des livres de la Torah, devant le livre du Deutéronome, il y a une porte qui indique que ça aurait pu être un livre différent. Donc effectivement, ils avaient pensé faire un en 5 volumes. Alors pourquoi Schocken c'est en 5? Parce qu'ils ont découpé Bereshit en 2. Donc vous voyez, il y a Bereshit 1, Bereshit 2, et ils l'ont découpé en 2. Mais en tout cas, ce découpage en 3, qui effectivement n'est pas un découpage très naturel. Normalement, on se serait attendu, si c'était un livre, un commentaire en des 5 livres de la Bible, à faire 5 volumes. Et il se trouve qu'à Mantoue, cette décision va être prise, et qui restera après dans l'histoire de l'édition des livres du Zohar, c'est que ça sera en 3 volumes. Donc le premier volume, c'est le volume de la Genèse, Bereshit, parce que dans le corpus du Zohar, c'est le plus important de texte, donc c'est à peu près un tiers. Un deuxième volume sur l'Exode,
et un troisième volume qui va comprendre les livres du Lévitique, des Nombres et du Deutéronome. Alors ça, c'est une autre curiosité, c'est que l'exemplaire de la librairie de la Bibliothèque nationale en Israël, qui est l'exemplaire de Cholem, comprend ici une annotation qui ne se trouve que sur cet exemplaire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les éditeurs de Mantoue ont fait plusieurs essais. Et ont eu plusieurs productions, etc. Alors qu'est-ce que ça dit ça? Je ne veux pas parler à la place de monsieur Abrams, mais on pourra le voir plus tard. Mais en tout cas, ça indique qu'effectivement, il y avait une autre collection. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, ce Zohar de Mantoue a suscité beaucoup de polémiques. Et ces polémiques ont été introduites même dans certains exemplaires de Mantoue. Et vous voyez bien ici, donc c'est le même volume, c'est le volume 2, d'accord? Et ce sont deux exemplaires différents. Et ici, il y a une note qui a été rajoutée là-bas, qui est à propos de la polémique qu'il y a eu entre le Zohar de Mantoue et le Zohar de Crémone. Et cette page ne se trouve que sur certains exemplaires de Mantoue. De même, la mise en page n'a pas été définitive tout de suite. Vous voyez bien ici les deux mêmes pages. Et vous voyez bien ici que le texte a été recadré, ici, pour pouvoir être fait comme ça. Alors, ça, c'est un texte qu'on va lire ensemble, qui est dans la Akdamat Amagia, c'est-à-dire l'introduction du correcteur du Zohar de Mantoue. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors mon hébreu est plus fluide que mon anglais, je suis désolé. Mais alors il dit, ils n'avaient pas dans leur possibilité de compléter les 5 livres, et c'est pour ça que nous avons été obligés de donner de l'argent pour acquérir des nouvelles et des anciennes copies, bifnim et différentes, parce que nous avons dit que plusieurs copies apporteraient la sagesse pour pouvoir permettre de faire sortir à la lumière, mais aussi d'imprimer, à Girsa à Nechona. Et Daniel Abrams pense que ce mot est capital. À savoir qu'il y avait métaphysiquement un idéal d'avoir la bonne version du Zohar. Et ça a été décidé consciemment ou inconsciemment à Mantoue. C'est que enfin on avait la bonne version du Zohar. Et que les éditeurs avaient ce but-là. Pourquoi c'est une nouveauté? Parce que les manuscrits du livre du Zohar avant Mantoue n'avaient pas ce souci. Ceux qui étudiaient le Zohar savaient que c'était un texte complexe, mais n'avaient pas le souci d'établir la version définitive. Pourquoi c'est important? Pour 2 raisons. C'est moi qui parle. Parce que d'abord, il va y avoir un avant et après Mantoue. Et il va y avoir un avant et après Mantoue pour 2 raisons principales. La première raison, c'est que l'histoire de la Kabbale va changer avant et après la diffusion du Zohar. Avant la diffusion du Zohar, la Kabbale représente un ensemble de textes, de courants, qui sont un peu épars. Le Zohar va être le premier texte qui va devenir le texte central de la Kabbale, tel que l'est par exemple le Talmud pour l'interprétation. Ça c'est d'une part. Et que donc ça va tout changer. Parce qu'à partir du maintenant, quand on parlera de Kabbale, on sait que le texte principal, c'est le Zohar. Pour prendre un exemple, dans le Pardes Rimonim, qui est le grand livre de Kabbale de Cordovero, eh ben, il a un seul objectif. C'est montrer que maintenant que le Sefer du Zohar a été distribué, on a une doctrine qui va permettre de trier dans la Kabbale.
Et tout l'objet du Pardes Rimonim, c'est de prendre tous les écrits de kabbalistes anciens, y compris Moïse de Léon pour lui, et de dire, voilà, il a tort. Pourquoi est-ce qu'il a tort? Parce que dans le Zohar, c'est comme ça. Donc le Zohar va être maintenant le filtre, et c'est assez paradoxal, c'est que c'est quelque chose qui vient assez tardivement, devient le pilier central de la Kabbale. Et c'est pour ça que c'est important, au-delà des controverses historiques, que ce soit un enseignement lointain, un enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai. C'est-à-dire qu'on a retrouvé enfin une Kabbale antique qui va permettre maintenant d'avoir une vision de la Kabbale qui sera appuyée sur un texte majeur. Alors, c'est tout l'objet d'étude, mais ça veut dire qu'à partir de cette chose-là, ça a été fait. Et effectivement, tout a été fait pour pouvoir, effectivement, et ça sera à la fin, pour pouvoir avoir, ou les kaven, girsat, atakot, imshne atakot, isharim, nechonim, lemot, sedat, pour pouvoir avoir maintenant un témoignage du manuscrit qui sera considéré par les experts comme étant juste et satisfaisant à la connaissance. Alors, Julien nous en parlera tout à l'heure, c'est qu'effectivement, cette édition de Mantoue, elle va poser des problèmes. Et c'est là que ça se complexifie. Parce que comme l'a bien dit Monsieur Campagny ce matin, effectivement, maintenant, le Zohar étant plus public, il va susciter de nombreuses curiosités. Il va susciter des curiosités, il va susciter des intérêts, mais il va aussi, parce que c'était d'abord le public numéro un, susciter des problèmes chez les kabbalistes. Est-ce qu'on accepte ou pas cette édition de Mantoue? Est-ce que pour nous elle est cachée? Non pas pour savoir si on a le droit d'imprimer le Zohar. Ça, c'était un autre débat qui était tranché à Mantoue. Mais est-ce qu'on peut s'y fier? Et pour pouvoir s'y fier, va commencer maintenant l'après-Mantoue. Or, c'est quoi l'après-Mantoue? Je vais expliquer, c'est très simple. On garde le titre, on garde le découpage, on garde les pages, et maintenant, on va essayer de travailler dans le texte. Et de savoir si ce passage a la bonne place, si ce verbe est bien écrit, si cette occurrence est bien la bonne, et si peut-être ce texte-là a été mis ici, et si ce texte-là n'a pas été mis là-bas. Et donc il y a toute maintenant une littérature passionnante, à savoir sur quelle base va-t-on pouvoir critiquer Mantoue. D'accord? Et effectivement, pour ça, il faut des autorités. Et c'est là que va commencer l'histoire moderne, et j'espère qu'on va en discuter, c'est qu'il va y avoir deux écoles. Il va y avoir l'école des historiens qui dure jusqu'à aujourd'hui, disant que mais nous pouvons retrouver aujourd'hui des manuscrits plus anciens et plus fiables que Mantoue. Donc Mantoue, sur certains passages, est une erreur, et donc il faut recomposer les textes. D'accord? Monsieur. Et c'est un problème. Ou alors de dire, est-ce que on va critiquer Mantoue au nom d'une autorité kabbalistique? Donc c'est soit la vérité historique, soit la vérité kabbalistique. Mais évidemment, les deux se croisent. Et donc effectivement, dans cette histoire-là, et Julien en parlera, il va savoir quel avis prend-on en considération. Parce que si vous changez maintenant dans le Mantoue qui a établi la pagination, Mantoue a établi, je répète, la pagination, a établi les textes, on a établi le découpage, j'en reparlerai, on a effectivement fait une espèce de copier-coller de divers manuscrits, de textes, mais maintenant, ok, très bien, il y a des problèmes. Au nom de quoi va-t-on pouvoir dire, etc. Dans cette histoire-là, va commencer à circuler un texte qu'on va attribuer à des kabbalistes ultérieurs qui vont corriger le texte de Mantoue au nom de l'avis de deux grands kabbalistes, enfin d'un kabbaliste et son disciple, qui est Rabbi Chaim, enfin le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria et Rabbi Chaim Vital. C'est une histoire compliquée, mais on en trouve preuve ici, c'est que le Chida dit effectivement Veraiti mikidveyad me Rabbi Chaim Vital Sefer Echad Gadol me Chesronot Sheyesh Bazoar
Et j'ai vu, donc pour ceux qui ne savent pas, le Chida c'est Rabbi Chaim David Azoulay, 18e. Et dans son livre qui s'appelle Marifet Asfarim, qui est un livre où il va recenser tous les livres juifs de son époque, ou tous ceux qu'il a pu consulter, etc. Donc c'est une espèce d'encyclopédie de la bibliothèque juive. Qu'est-ce qu'il dit sur le Or Yakar? Il dit qu'il a vu le Or Yakar complet dans la bibliothèque du duc de Modène. Exactement. Et là, il dit qu'il a vu, dans les manuscrits de Rabbi Chaim Vital, un grand livre qui comprendrait les manques qui sont dans le Zohar, et effectivement, et qui va apporter des nouveautés sur les manques qui ont été imprimés dans le Zohar de Constantinople. J'ai pas le temps de développer cette question, mais on le fera après, si vous voulez. Très bien. Et ça, alors ça, on va passer, mais ce sont des notes qui indiquent effectivement la polémique qu'il va y avoir sur des textes des Tikkuné HaZohar qui auraient dû être placés dans le Zohar de Mantoue.